Le sucre, on l'aime naturellement, mais certains préfèrent en éviter les calories. Aujourd'hui, 68% des Français consomment des boissons light, ces boissons qui offrent une saveur sucrée sans les calories grâce aux édulcorants intenses. Mais si les uns voient en ces substances un réel progrès, d'autres dénoncent des risques liés à leur utilisation. Alors, aspartame, stevia, les édulcorants intenses sont-ils sans risque? Quel est réellement leur intérêt nutritionnel? C'est le débat que je vous propose sur le plateau de Santélogue. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Bernard Guigrand, professeur honoraire de nutrition, ancien chef de service de nutrition de l'Hôtel-Dieu à Paris. Bonjour. Et Serge Michels, ingénieur agronome et expert en sécurité alimentaire. Alors justement, la sécurité, et notamment la sécurité de l'aspartame, puisque c'est sans doute l'édulcorant intense le plus controversé, est-ce qu'on sait dire aujourd'hui que la consommation d'aspartame est sans risque pour la santé? Serge Michels. Oui, je crois qu'il y a aujourd'hui énormément d'études qui ont été faites et il y a des expertises collectives au sein des autorités européennes qui ont confirmé qu'il n'y avait pas de risque à consommer de l'aspartame. Alors la polémique est venue en fait d'études italiennes qui ont effectivement, sur la base d'études sur les animaux, remis en cause et évoqué des risques de cancer et d'un certain nombre de pathologies liées à la consommation d'aspartame. Ces études ont été entièrement reprises par les experts de l'Union européenne et les experts des différents États membres d'ailleurs, qui ont repris toutes les données brutes, c'est-à-dire toutes les données de départ, et qui à partir de ces données ont conclu qu'il n'y avait pas lieu à remettre en cause les expertises qui avaient été faites. Parce qu'il faut bien comprendre que tous ces produits, avant d'être mis sur le marché, font l'objet d'études et d'une expertise. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire un certain nombre d'études toxicologiques à court terme, à long terme, sur la reproduction. Toutes ces études vont être soumises à des autorités nationales et européennes qui vont examiner le dossier, qui après vont pouvoir décider si on autorise ou non le pays. Et d'ailleurs, l'aspartame a été autorisé dans tous les pays dans le monde suite à l'examen de ces dossiers scientifiques. Donc je crois qu'il y a aujourd'hui un consensus sur la sécurité de l'aspartame. Est-ce que ça veut dire que le débat qui divise la communauté scientifique est terminé, ou du moins que les arguments contre l'aspartame risquent de se faire de plus en plus rares? Alors, il faut comprendre que les débats, en fait, il y a parfois des points de vue, ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire des personnes qui vont exprimer un doute quant à la sécurité de l'aspartame ou d'ailleurs d'autres produits. Mais il faut bien comprendre qu'il peut y avoir un avis isolé et il y a ce qu'on appelle les expertises collectives. Aujourd'hui, le système au niveau français et international, il repose sur des expertises collectives. C'est-à-dire que ce n'est pas un scientifique qui détient la vérité. On réunit un certain nombre de chercheurs, parce qu'il faut énormément de spécialités différentes pour être bien capable d'analyser toutes ces études. Et en fait, c'est une expertise qui va reposer sur 10, 20, 30, 40, 50 chercheurs qui vont se mettre autour de la table et qui, sur la base des données, vont considérer, par exemple, qu'une étude, ce qui a été le cas avec l'étude italienne, qu'une étude nouvelle est valide ou non valide. Et au plan méthodologique, par exemple. Exactement. En l'occurrence, là, les études italiennes qui ont remis en cause la sécurité de l'aspartame, les experts ont considéré que sur le plan des méthodologies, il y avait des choses qui n'étaient pas satisfaisantes et que donc les résultats ne permettaient pas de conclure un risque et ne remettaient pas en cause les expertises précédentes. Donc c'est la façon de se retrouver pour un professionnel de santé à qui on demande conseil. Qu'est-ce que je dois penser des édulcorants intenses, à qui il doit se fier, à ce groupe d'expertise finalement. Écoutez, je crois qu'il y a eu dans les années 95 à 2000 une révolution dans l'expertise, c'est-à-dire que tous les États membres européens ont séparé les agences d'expertise des pouvoirs publics. Ces expertises, en fait, reposent sur des expertises collectives où on a mis tous les experts autour. Les avis sont publics. Vous pouvez d'ailleurs les trouver sur Internet. Vous avez tous les détails en toute transparence. Et par exemple, si vous vous intéressez à ces études sur l'aspartame, vous avez tous les arguments sur le site de l'autorité européenne qui vous expliquent pourquoi ils ont considéré que ces résultats étaient non valides. Donc c'est très important. C'est-à-dire que l'expertise, elle est collective et elle est en même temps disponible pour tout le monde, pour tous les pairs. Donc tous les autres experts peuvent voir, juger des arguments. Et je pense qu'il y avait une remise en cause de l'avis de l'EFSA
et de l'avis des différentes autorités, il y a un certain nombre d'experts qui se seraient prononcés et qui auraient éventuellement soumis leur désaccord. Aujourd'hui, il y a quand même un consensus assez large et les expertises de l'EFSA n'ont jamais été remises en cause. Mais il y aura, ne vous inquiétez pas, toujours des polémiques qui vont ressurgir, parce qu'il y a toujours par-ci, par-là, un gourou qui, pour des raisons idéologiques, relance un débat, parce que les édulcorants intenses, c'est artificiel. Alors si c'est artificiel, c'est forcément toxique, voyons. Qui surfent sur cette vague qui crée une... Et malheureusement, on voit beaucoup de médias s'enfiler là-dedans et leur donner une place dans les journaux que vraiment ils ne méritent pas. Voilà, nous on vous donne la parole justement. Il y a la sécurité puis il y a l'intérêt nutritionnel qui lui aussi a été décrié. Professeur Guigrand, on a accusé l'aspartame et les édulcorants intenses en général d'augmenter la faim, d'augmenter la faim, d'entraîner des addictions et de faire grossir. Oui, Est-ce que ces accusations tiennent la route ? Avant de commencer, on peut peut-être rappeler la différence entre un produit light et un autre produit. Un produit light, soi-disant, moi j'aime pas beaucoup ce terme. Light, ça veut dire allégé. Donc il peut être allégé en sucre et pas être allégé en calories. Donc en fait, ce qu'on appelle les produits light, c'est ceux qui, à la place du sucre, contiennent de ces édulcorants intenses. C'est surtout utile pour les boissons, puisque bien entendu, là, le rapport en calories pour 100 millilitres ou par litre est considérable. C'est 10 fois moins, 40 fois moins. Alors, c'est déjà moins intéressant pour les produits frais comme les yaourts, où l'économie existe, mais elle est marginale. Et c'est absolument pas vrai en ce qui concerne les calories pour d'autres produits, comme par exemple le chocolat ou certains biscuits, où finalement, là, il n'y a pas de bénéfice calorique, même s'il y a un bénéfice de sucre, puisqu'on a été obligé de rajouter autre chose, principalement des graisses, pour compenser l'utilité du sucre dans le processus de fabrication du produit. Donc c'est surtout les boissons qui sont considérées dans l'affaire. Alors, une boisson light, c'est comme les produits au coca par exemple ou d'autres, sont des produits, des boissons qui ne contiennent pas de sucre et qui ont 0 calorie. Alors évidemment, on a 0 calorie, mais on a le goût sucré. Autrement dit, on a le plaisir sans la sanction des calories. Alors ça, il y a de quoi être coupable, parce que c'est vraiment pas bon. Alors maintenant, on va sur ce concept culpabilisant finalement pour les consommateurs, on va élaborer toute une série d'arguments qui ont fait l'objet d'études depuis déjà très longtemps sur les points que vous avez soulignés. Alors, est-ce que le fait de consommer des boissons édulcorées aux édulcorants intenses, est-ce que ça favorise le goût pour le sucré ? Très probablement comme le sucre, mais si vous comparez l'appétence pour le sucré de quelqu'un qui ne consomme pas de light, mais qui consomme du sucre, et celui qui consomme du light, le résultat est le même, leur appétence est la même. Bien entendu, c'est vrai que chez l'enfant, mais je pense pas que l'enfant soit une bonne indication pour les boissons light. On va en parler des restrictions tout à l'heure. C'est vrai que nous naissons avec une appétence naturelle pour le sucré, et celle-ci se renforce au fur et à mesure qu'on consomme des produits sucrés. Mais c'est réparti partout, et c'est pas le fait particulier du light. Alors après, on dit, vous voyez, l'organisme, il est trompé, puisqu'on lui a donné du sucré, mais il n'y a pas les calories qui, normalement, vont avec. Alors, il va manquer de calories, en quelque sorte, et il va avoir davantage faim. Alors, il y a eu plein d'études là-dessus. Il y a un petit culot d'études qui disent que oui, ça monte la faim, et un énorme nombre d'études qui disent que non. Et puis alors après... C'est ça qu'on appelle le phénomène de compensation. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Le phénomène de compensation, c'est ce que je vais vous expliquer. C'est-à-dire, quand vous avez mangé moins, même admettons que vous ayez eu une faim plus importante, est-ce que pour autant, vous allez consommer plus des autres aliments que vous trouverez dans la journée au repas? Alors, à très court terme, c'est-à-dire si vous prenez une boisson light juste avant le repas, il y a pratiquement pas d'effet d'augmentation de la prise alimentaire du repas qui suit. Il y a quelques résultats contradictoires, mais la majorité montre qu'il n'y a pas. Mais ça, c'est à très court terme. Et on sait bien que les boissons, en général, ne sont généralement pas compensées, ni dans un sens ni dans l'autre. C'est-à-dire, si vous prenez une boisson sucrée très calorique, vous n'allez pas manger moins au repas suivant, forcément. Bon. Alors, à plus long terme, c'est-à-dire sur des périodes de 3 jours, sur des périodes de 8 jours, sur des périodes de 3 semaines, il est clair que,
on ne voit pas d'augmentation des apports. On voit même au contraire des diminutions. Il y a des études très récentes qui ont clairement montré que des sujets à qui on disait de remplacer toutes leurs boissons sucrées par des boissons light avaient, au bout de plusieurs semaines, une alimentation qui avait diminué et non pas augmenté. Et d'ailleurs, la conséquence, c'est qu'ils avaient perdu un peu de poids. Alors on a accusé aussi, on dit, oh là là, avec ça, vous allez grossir. Dans l'idée que vous allez manger plus, ce qui n'est pas complet. Alors ce qui est vrai, c'est que les plus grands consommateurs de produits light sont les plus gros. Ça, c'est clair. Mais où est la poule, où est l'œuf? Il est tout à fait certain, enfin en tout cas j'en suis convaincu, que si ce phénomène existe, c'est évidemment parce que les sujets luttent contre leur excès de poids, et ils croient, quelquefois naïvement d'ailleurs, qu'à consommer des boissons light, ils vont automatiquement perdre du poids, ce qui n'est pas le cas, on y reviendra tout à l'heure. Alors, on ne peut pas dire cela, car il n'y a pas de preuve convaincante que l'utilisation de produits light entraîne une prise de poids, c'est même plutôt le contraire. À condition toutefois, bien entendu, que ces boissons, ou l'utilisation de ces édulcorants intenses, se fasse dans le cadre d'une alimentation contrôlée et générale. Autrement dit, c'est pas le simple fait de boire une boisson light ou de mettre un peu d'aspartame ou de stevia dans son café qui va entraîner à soi seul une perte de poids ou un contrôle du poids, si pour autant on a mangé avant un gros baba au rhum et une bavette à l'échalote avec plein de frites. Donc ça c'est clair. Bon, ça peut être utile, mais dans le cadre... Alors il y a plus important que ça, l'utilisation de boissons light dans le cadre d'un régime amaigrissant a montré des effets plutôt bon, alors justement, plutôt plus favorable. Bon. Et enfin, la vraie question que l'on peut se poser, et pour laquelle il y a, faut bien le dire, des résultats contradictoires dans la littérature, c'est est-ce que chez un individu de poids normal, est-ce que le fait de consommer de grandes quantités d'édulcorants va entraîner une prise de poids supérieure à ceux qui n'en consomment pas et qui consomment de boissons sucrées à la place? Alors, il y a des résultats contradictoires, mais quand on épluche bien les données, et c'est là que l'expertise collective est importante, quand on analyse bien les données, on s'aperçoit que ces gros consommateurs de produits light, au départ des études, ils étaient souvent un peu plus gros et ils avaient déjà des stratégies de contrôle du poids. Donc, autrement dit, on peut interpréter ces données en se disant que bien qu'ils aient pris des produits light, ça ne les a pas empêchés de grossir un peu. Mais probablement, peut-être, s'ils n'en avaient pas pris, ils auraient grossi. On peut pas accuser les produits light. D'accord. Alors en pratique, est-ce qu'on a un recul suffisant pour dresser un bilan sur l'utilisation de ces produits, des édulcorants intenses et des boissons light, dans des domaines thérapeutiques, dans certaines situations? Bon, même si encore une fois, l'usage dans les stratégies de contrôle du poids, ça n'a de sens qu'à partir du moment où ça s'intègre dans une alimentation cohérente visant à réduire l'alimentation, puis augmenter l'activité physique. Mais chez une personne en surpoids ou obèse, par exemple? Parfaitement, ça peut être parfaitement utile et intégré dans une prescription alimentaire. Chez les diabétiques, pour lesquels il vaudrait quand même mieux qu'ils ne consomment pas de boissons sucrées entre les repas, il est clair que prendre une boisson light à la place d'une boisson sucrée à 4 heures de l'après-midi quand on a soif, c'est plutôt bien. Si on le prend au milieu du repas, parce que la plupart du temps, faut quand même le savoir, c'est que la plupart des consommations de boissons light se fait autour des repas, juste avant, juste après, même pendant, à mon avis, une horreur gastronomique, mais ça peut même se faire pendant, ça ne change rien au problème. Donc il y a une utilisation en thérapeutique, on l'a vu. Est-ce qu'il y a des restrictions maintenant? Est-ce qu'il y a des restrictions? Alors chez la femme enceinte, par exemple. Écoutez, à mon avis, il y a 2 restrictions qui s'imposent. La première, c'est chez les patients atteints de phénylcétonurie. C'est marginal. Il y a la femme enceinte. Et puis, je ne sais pas ce qu'en pense Serge Michel, mais chez l'enfant de moins de 3 ans, je crois que c'est pas vraiment malin de leur donner des boissons light. Non, la réglementation a considéré que ces produits ne devaient pas être conseillés aux enfants de moins de 3 ans simplement parce qu'on ne met pas un enfant de moins de 3 ans au régime. D'accord. Et que donc, voilà. En plus, sur le point de la nécessité, en fait, il n'y a pas de nécessité. C'est une question de bon sens. De bon sens. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que lorsqu'on analyse les consommations de boissons sucrées ou édulcorées,
Il y a évidemment une relation entre le phénomène prise de poids et le phénomène boisson sucrée. C'est probablement pas le seul facteur qui joue, mais il y en a un. Et que moi, je pense que l'adolescent, il peut aussi bien prendre une boisson édulcorée. Je suis sûr que ça sera moins toxique pour son poids que s'il prend une boisson sucrée. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il faut le leur interdire, bien entendu. Alors, on entend en parler depuis quelques mois de stevia. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur la stevia, justement? C'est un nouvel édulcorant intense. Oui, alors c'est à la fois un nouvel et un très ancien édulcorant. En fait, la stevia, c'est une plante. Et traditionnellement, depuis des siècles, en Amérique du Sud, en fait, les gens l'utilisaient parce qu'elle a un pouvoir sucrant. Elle a été autorisée dans les années 70 au Japon. Et en fait, elle vient d'être autorisée de façon beaucoup plus récente en Europe. Simplement parce qu'aujourd'hui, on a fait des extraits très purifiés et que, du coup, le produit, l'édulcorant en question, a pu passer tous les processus d'autorisation européens. Il y a un cadre bien précis. On parle de stevia, mais en fait, c'est certains extraits de stevia. Oui, c'est pas de la stevia, c'est un extrait. Non, c'est pas la plante. Stevia, hein. C'est un extrait effectivement bien purifié. Parce que c'est une règle, comme je vous l'expliquais, aucun produit de type additif ne peut être mis sur le marché sans avoir fait l'objet d'une étude scientifique et de tout un dossier scientifique toxicologique. Donc pour faire ce type de dossier, il faut qu'on ait un produit qui soit bien défini. On ne peut pas juste avoir des mélanges de feuilles. Donc voilà, on a fait un produit purifié, bien défini. On a fait toutes les études nécessaires pour garantir sa sécurité et il a été autorisé. Mais en fait, ça fait très très longtemps qu'il est utilisé dans certains pays. Et en termes d'intérêt nutritionnel, est-ce que ça va révolutionner quelque chose? Vous allez voir qu'il y en a qui vont monter au créneau contre la stevia aussi, bien entendu. Ça se voit déjà un peu dans la presse. Et en ce qui concerne l'intérêt, c'est pareil que les autres. Un édulcorant intense. C'est une question de goût. Il y en a qui vont préférer l'aspartame avec de l'acésulfame, il y en a qui vont préférer la stevia. Ça n'a pas le même goût. Hein. Et d'ailleurs, je ne crois pas qu'on puisse dire que ça soit exactement comme le sucre. Ça a quand même un goût un petit peu différent. Et puis, alors, il y a des tas de choses qui montrent bien que le cerveau est parfaitement capable de distinguer entre le sucre et les édulcorants. C'est le mot de la fin. Je vous remercie, Serge Michels, professeur Guigrand, d'avoir accepté notre invitation. Mais nous avons un peu dépassé le temps de 1 minute 38. Eh bien, ce n'est pas un problème. Cette émission a été réalisée avec le soutien de Coca-Cola France. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain débat Santélogue.